Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la 13e étape du Giro. Étape aujourd'hui qui était plate, très plate. Eh bien, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Note de l'étape, bilan des Bleus, coureur top, flop, le bilan des classements en fin de journée. Pas de sondage sur cette étape parce qu'hier, j'en avais pas fait. Enfin, j'avais pas d'idée de sondage pour tout vous dire hier soir parce que faut savoir que les sondages, c'est après l'enregistrement de l'étape. Donc c'est-à-dire que je fais les sondages, il est aux alentours de entre 21h30 et 22h. On veut dire qu'entre 21h30 et 22h, quand il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'idée. On a un petit peu du mal des fois à se creuser la tête. Il y aura des sondages par contre ce soir parce qu'il y aura des choses à demander du côté du contre-la-montre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous rajoutez la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et ça permet de soutenir mon travail. Surtout, plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui le font. Et puis, si vous avez les moyens financiers et que vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous pouvez faire un super thanks. Et je rajoute, si vous seulement vous avez les moyens financiers et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Commence tout de suite avec cette étape numéro 13. Donc étape qui était toute plate, 200 mètres de dénivelé positif. Échappée qui part tout de suite. Autant vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, la journée va être longue. Avec Pietro Bonne de la Polti, Tarozzi et Tonelli du côté de la Bardiani derrière. Ça fait rideau derrière cette échappée qui va prendre 2 minutes 40, mais qui prendra en fait pas plus que 2 minutes 40. C'est-à-dire qu'on contrôle énormément l'échappée du côté du peloton. On roule quand même à un tempo soutenu. C'est vrai, je me suis dit, je m'étais déjà fait un petit schéma dans la tête en me disant, l'étape, on va avoir genre 2 mecs qui partent en échappée. Derrière, ça va faire rideau, l'échappée va prendre du temps, on va se faire chier pendant 90% de l'étape, elle va arriver à 18h, 18h10, donc je me disais, déjà je réfléchis, 18h10, le temps que le classement arrive, ça fait 18h45, autant vous dire que la vidéo va pas être en ligne à 19h, donc voilà, je m'étais déjà préparé tout un schéma dans la tête, et puis au final on a roulé sur un tempo raisonnable, je dirais pas un gros tempo, on est arrivé vers 17h20, ce qui était plus proche de l'horaire le plus long, de l'horaire le plus rapide, mais voilà, on était vers l'horaire médian prévu par les organisateurs. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Au sprint numéro 1, qui était un sprint intermédiaire avec des points pour le maillot cyclamen et pour les sprints volonté dont on fera le point lundi, Pietro Bonne passe en tête. Du côté du peloton, c'est Milan devant Fiorelli. À 100 km de l'arrivée, l'écart entre les échappés et le peloton n'est que de 2 minutes. Au sprint Inter-Giro, c'est Tarozzi qui s'impose du côté de l'échappée, du côté du peloton. C'est Caden Groves devant Fiorelli. Et puis il y avait encore un sprint bonification à 63 km de l'arrivée. Là, dans ce cas-là, c'est Pietro Bonne qui s'impose devant Merlier. Sprint bonification, des secondes de bonification pour le classement général, des points pour les sprints volonté, mais pas pour le maillot cyclamen, ni pour le classement de l'Inter-Giro. Et puis, après ce sprint bonification, on était dans une situation avec pas mal de vent de côté. Coup de bordure, on a eu 3 échelons. Il y avait donc le premier échelon, on avait la plupart des leaders, on avait les 6 premiers du classement général. Ensuite, on avait un deuxième peloton, on avait notamment Zana, on avait Jonathan Milan qui faisait énormément d'efforts pour rentrer, puis on avait un troisième peloton, il y avait Pozzovivo notamment. Ça va être une partie de manivelle pendant une vingtaine de kilomètres. Milan va faire beaucoup d'efforts à ce moment-là, dépenser beaucoup d'énergie pour tenter de rentrer tout seul. Il y avait 10-15 secondes, on a un peu paniqué à ce moment-là du côté de la Lidl Trek. Et puis à 41 km 900 de l'arrivée, le peloton est groupé pendant une dizaine de kilomètres. Ensuite, on a deux porteurs et Marcelluzzi qui attaquent. Marcelluzzi qui n'arrivera pas à passer un relais à deux porteurs. Je pense qu'il était en sur-régime complet dans la roue du Belge, mais tout ça sera repris. On aura une chute à 20 km de l'arrivée avec notamment Ewen Kosciu, Ruben Fernandez ou Will Barta, mais pas de grand leader. Cette chute qui s'est déroulée plutôt dans la deuxième moitié du peloton. Et puis on arrive dans le sprint final. Au départ, on a Soudal Quickstep vers 5 km de l'arrivée qui fait un gros tempo avec la Ineos. Et puis ils vont disparaître. Surtout qu'à ce moment-là, Merlier n'était pas dans leur roue. Et puis derrière, c'est la Lidl Trek qui va faire le rythme.
Et Gaviria va tenter d'anticiper le sprint, mais il n'arrivera pas à tenir la cadence face à Jonathan Milan qui s'impose devant Agnoloski, qui a fait des bons mouvements au bon moment. Et le troisième coureur, j'ai oublié avec ma mémoire de poisson rouge aujourd'hui. Le troisième, c'était Phil Bauhaus. Ouais, j'hésitais entre Van Dijk et Bauhaus. C'était Bauhaus, cinquième Hofstetter. Note de l'étape, j'ai mis 10 sur 20. Je m'attendais tellement à une horreur. Je m'attendais tellement à une purge. Mais vraiment à l'étape qui n'avance pas et on se fait chier et ça n'avance pas. Que quand j'ai vu déjà que ça roulait à un petit tempo, je me suis dit, oh déjà ça va pas arriver à 18h. J'ai une chance pour l'enregistrement de la vidéo. Et puis c'est quand même passé 2-3 trucs dans l'étape. Voilà, bon, les petits coups de bordure pendant une vingtaine de kilomètres. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de suspense déjà pour la victoire du sprint. Il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, on a vu très vite que Milan était quand même un petit peu au-dessus du côté du sprint. Même s'il y a eu quelques petits trucs à analyser. Voilà, bon, je mis 10 sur 20 parce que c'est pas non plus une étape hyper spectaculaire. Donc je me dis, voilà, c'est une étape moyenne de sprint. C'est pas la pire note depuis que je regarde ce Giro. C'est largement mieux que les étapes de l'année dernière aussi en termes de notes. L'année dernière, il n'y a pas beaucoup de notes, il n'y a pas beaucoup d'étapes qui ont dépassé le 10. Mais voilà, j'avais pas grand chose. J'ai hésité à mettre plus. Après, je me suis dit, est-ce que je mets un 12? Est-ce que je mets un 13? On va dire que c'était à peu près au niveau de mes attentes. Je ne savais pas trop quoi mettre comme note encore. Donc j'ai décidé de mettre un 10 sur 20 du côté de cette journée. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Plutôt pas mal du côté du bilan des Bleus. Pourquoi je dis plutôt pas mal? Parce que je m'attendais pas à avoir deux coureurs qui seraient dans le top 5. Je rappelle le bilan des Bleus, coureurs français ou les coureurs étrangers dans des équipes françaises. On commence avec le coureur de la Cofidis, Agnoloski. On n'est pas passé loin de la victoire du côté des 4 jours de Dunkerque avec Alexis Goujard. Je me suis même dit du côté des 4 jours de Dunkerque que c'était la course des revenants avec Sam Bennett, que c'était la semaine des revenants avec Julien Lafilippe et également du côté du Giro. Mais Agnoloski, il a fait le job au bon moment. J'ai bien aimé, il a eu une interview après l'arrivée. Je vous ai retrouvé ça sur Twitter. Hop. Il a dit « Merci à mes coéquipiers, à la direction de l'équipe d'être venus me chercher après l'arrêt de Human Powered Earth. Il faut y croire, tout le temps, travailler dur chaque jour et ne jamais abandonner. Je suis super heureux. » Eh bien, on peut être content avec lui, Agnoloski, parce qu'en plus, il a fait du bon job dans le final. C'est-à-dire que Agnoloski n'est pas hyper bien placé quand vous regardez à 600 mètres de l'arrivée. Il est même plutôt aux alentours de la 10e place. Voilà, 10e, 11e place. Et puis, il va sentir le mouvement de Gaviria. Gaviria décide d'anticiper le sprint. Il essaye de tenter de partir à 350-400 mètres de l'arrivée. Il va prendre son sillage. Il prend son sillage, et en fait, il prend le sillage de Molano, même précisément, qui est dans la route de Gaviria. Et puis, il voit que Molano, il commence à pas tenir, que Gaviria, pareil. Il arrive à sauter dans la roue de Milan, et ça, c'est le move parfait. Et il s'impose en faisant ce mouvement-là. Enfin, il prend la deuxième place, pardon, il ne s'impose pas, il prend la deuxième place en faisant ce mouvement-là. Mais oui, c'est un beau résultat parce que Agnoloski, c'est un coureur qui a 27 ans, c'est seulement son premier grand tour en carrière. Coureur qui a toujours été dans des équipes de deuxième division, mais qui n'avait pas les invitations pour les grands tours. C'est avec Human Powered Earth, ça a été compliqué à gérer parce que je ne dirais pas que c'était un choc. Ils l'ont quand même annoncé tôt dans l'année. Qui se concentrait sur le cyclisme féminin parce que l'équipe féminine est en World Tour, ce qui n'était pas le cas du côté de l'équipe masculine et qui voyait bien qu'en termes de moyens, ça ne pouvait plus le faire pour aller matcher avec les meilleures équipes. Ils avaient perdu en plus le coureur qui est maintenant la Tudor. J'ai oublié son nom, tiens, le coureur de c'est pas Van Dijk, j'ai Van Dijk, Arvind de Klein. Voilà, j'avais Van Dijk dans la tête, c'est pas du tout Van Dijk, c'est Arvind de Klein. Et ils ont réussi à... Donc c'était compliqué pour eux, parce qu'en plus, les 2 dernières années, en termes de résultats, c'était moins bien. Et Agnoloski, il s'est retrouvé sur le carreau. Et moi, j'avais dit, en début de saison, Agnoloski, c'était peut-être la recrue intéressante quand même pour Cofidis. Alors moi, je m'attendais plutôt à des épreuves de deuxième division pour la Cofidis. Je m'attendais pas forcément sur des épreuves World Tour. Mais là, il a fait le job aujourd'hui. Ça fait plaisir. Voilà une belle deuxième place. Son Giro est réussi, Agnoloski, parce qu'il a pris. Donc là, à 130 points, 160. 160 plus
200 points, voilà, UCI. Je pense que pour un sprinter, c'est plutôt réussi. Voilà, 200 points UCI en 4 sprints. Il reste en plus 2 sprints potentiels du côté de Milan, du côté de Rome, pardon, pas du tout de Milan, et du côté de Padova. Donc ça va peut-être lui réussir. Et puis, oui, non, il fait une saison qui est intéressante, comme Milan Fretin. C'est des coureurs qui font le job, surtout qu'en ce moment, c'est quand même compliqué euh, pour, euh, pour Brian Koka. Puis c'est peut-être un coureur qui vient de sauver un petit peu sa carrière avec ces résultats-là, parce qu'il est en fin de contrat avec la Cofidis. Et ça va peut-être lui permettre d'aller chercher un nouveau contrat du côté de cette formation, peut-être un contrat plus long, de 2 ans, 3 ans. Et vu les résultats qu'il fait depuis le début de saison, il avait fait aussi un bon travail pour Milan Fretin sur l'UAE Tour. C'est plutôt pas mal, quatrième d'une étape de l'UAE Tour, cinquième d'une étape de Tirreno. Voilà, bon là il fait également top 5 sur une étape du Tour d'Italie. C'est pas un coureur qu'on attendait à ce niveau-là, forcément Agnoloski, donc c'est plutôt pas mal. C'est un coureur qui a vu des résultats, mais sur des épreuves de deuxième division. Là, réussir à avoir des bons résultats sur des épreuves de ce niveau-là, c'est très bien de la part de Stanislas Agnoloski. Puis pour la Cofidis, ça va faire du bien au collectif. On est quand même depuis une semaine sur une belle dynamique positive depuis une dizaine de jours. Donc ça va être très très bien. Le chat est en train d'étudier la litière. Il va rentrer dans la litière comme tous les jours. C'est vraiment toujours quand j'enregistre. Ce matin, elle a fait... c'était dans la litière. C'était également quand j'enregistrais pour les 4 jours de Dunkerque. Je sais pas, elle le fait exprès, je pense. On poursuit du côté du Giro avec Hofstetter. Belle 5e place aussi d'Hofstetter. Qui est de retour à la maison chez Israël parce que c'est un coureur qui était passé par Israël. Alors il a commencé chez Cofidis. Même si c'est ce que je me disais quand même avec Hofstetter, c'est quand je vois sa carrière et ce que j'imaginais qu'il serait en capacité de faire quand il était chez Cofidis, je me dis c'est presque une déception. C'est presque une déception parce que bon, il a pas beaucoup de victoires déjà chez les pros, une étape du Tour de l'Ain, une étape du Samin le Samin et le Trobroléon. Ce qui est assez marrant, c'est que en 2022, il fait une énorme saison avec Arkea, il fait énormément de top 10. Derrière, en 2023, très compliqué, par contre. C'est pas du tout au même niveau. En 2018, c'était un peu pareil. Il avait fait une bonne saison chez Cofidis. La deuxième année chez Cofidis avait été plus compliquée. Bon, chez Israël, il était passé au moment de la Covid, donc c'était un petit peu difficile. Il avait quand même pris une belle 4e place sur le Tour de France en 2020, mais en 2021, ça avait été plus compliqué. Donc là, ça fait du bien d'avoir un bon résultat pour Hofstetter, surtout que depuis le début de ce Giro, c'était un petit peu compliqué. Il était toujours en dehors du top 10. Là, il a bien senti la course. Il y avait une courbe à 500 mètres, 600 mètres de l'arrivée. À ce moment-là, il est aussi au-delà de la 10e place. Il n'est pas très bien placé. Puis il va prendre à l'intérieur. Il va gagner 5-6 positions facilement. Et après, il est au niveau de Jonathan Milan. Et bon, il n'arrive pas à tenir la cadence d'un Jonathan Milan, mais il prend une belle 5e place. C'est vrai qu'Hofstetter, quand je le voyais chez Cofidis, je me disais, il y a un vrai bon profil pour lui à la Cofidis. Bon, il se barre de la Cofidis pas en bonne entente avec Cédric Vasseur. Chez Israël, je me disais, bon, tu vois, ça peut être la bonne opportunité. En plus, World Tour, c'était pas forcément évident. Bon, chez Arkea, 2022, c'est vraiment, il fait une super année 2022. Enfin, voilà, avec un gros rythme. Il enchaîne les top 10 et puis l'année d'après, c'est plus difficile. Et puis là, depuis le début de saison, il y a des top 10. Mais c'est vrai que je voyais Hofstetter aller plus loin en termes de carrière. Maintenant, je me dis, bon, il a 30 ans, donc je suis pas sûr qu'il progresse énormément dans les années à venir, Hofstetter. Mais c'est vrai que je le voyais aller chercher, pourquoi pas, une classique flandrienne, type Kuurne, type Gand. Je le voyais aussi aller chercher des courses d'un jour. Bon, ça, je me suis certainement fait des films par rapport à Hofstetter. Donc, mais là, c'est un bon résultat aujourd'hui. Donc, c'est peut-être même son meilleur résultat presque de la saison. Oui, 5e, il avait fait 4e sur une étape du Tour de la Provence. Donc, ouais, c'est un bon résultat pour lui. 310 points déjà marqués au niveau UCI pour Hugo Hofstetter depuis le début de saison. Donc, c'est pas loin d'être aussi bien, voire mieux qu'en 2023. Donc, il est sur un bon rythme lui aussi.
Et puis je termine avec un coureur de son ancienne équipe, Ewen Kosciu. Lui, c'est pas sa semaine, Ewen Kosciu, parce que hier, déjà, il déraille au mauvais moment. Bon, il arrive à remettre sa chaîne, mais c'est pas le bon moment du tout. Il est dans un groupe de poursuite derrière Julien Lafilippe. Ensuite, il se retrouve aujourd'hui dans la chute avant bande de l'arrivée. Il semble qu'il est tapé au niveau du genou. Dans cette chute-là, il n'y a pas eu d'abandon. Je pense qu'il y a certains qui dimanche, déjà demain vont souffrir sur le vélo de chrono, mais dimanche lâcheront. Et du côté des Ewen Kosciu, c'est dommage parce que il tombe à haute vitesse. Ça serait pas une bonne nouvelle pour Arkea. Parce que c'est vrai que ils avaient Louis Barret qui s'est fait mal à la main, qui a dû abandonner. Jente Biermans qui a un peu du mal du côté des sprints avec David Decker. Donc c'est vrai que c'est un début de Giro qui avait plutôt bien commencé, notamment avec la 4e place de Jente Biermans sur le premier sprint. Mais depuis, c'est beaucoup plus compliqué pour cette formation. Et la chance, c'était qu'il y avait Ewen Kosciu qui était souvent à l'offensive. Mais là, ça va peut-être être compliqué désormais pour Ewen Kosciu pour son premier grand tour. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs top, aujourd'hui, on commence avec Jonathan Milan. Aujourd'hui, ça n'a pas été le coureur le plus stratégique, ça c'est clair et net. Par contre, c'était le coureur le plus fort. C'est parce que, vu qu'il fait quand même 20 km à l'avant du groupe dans les bordures, il fait quand même, il se ménage pas dans cette section-là, sans forcément être très intelligent, parce qu'on sait très bien que pour qu'une bordure revienne sur la bordure principale, là où les meilleurs sont à l'avant, bien il faut être collectif. Si t'es pas collectif, ça peut pas le faire. Un homme seul peut pas revenir sur 5 ou 6 mecs qui passent des relais. Donc pour Milan, c'était pas très judicieux et pas très fut-fut à ce moment-là. Il fait beaucoup d'efforts, donc là je me dis à ce moment-là, c'est peut-être une opportunité pour ses adversaires. Ouais, mais sauf que dans le final, dans les 2 derniers kilomètres et demi, son équipe maîtrise la situation, prend le manche, le mec il a 3 équipiers devant lui, et c'est impossible d'aller le chercher dans ce genre de situation. Alors Gaviria a tenté d'anticiper, ce qui l'a enfermé légèrement, mais bon, dès qu'il trouve l'ouverture, il est au-dessus. Surtout que Merlier et Cadengrove font pas un grand sprint, font même pas un sprint, donc c'est sûr que pour Jonathan Milan, c'est vraiment une journée pas parfaite en termes de stratégie, mais c'est une journée parfaite au niveau comptable parce que vous avez la victoire, 3e victoire de rang sur ce Giro, donc il montre que c'est le sprinter le plus intéressant, le plus fort de ce Tour d'Italie. C'est sa 4e victoire d'étape sur le Giro. Voilà, il commence à se faire un bon petit palmarès, Jonathan Milan, en étant très jeune. Et puis surtout, au niveau du maillot cyclamen, parce qu'il a désormais 110 points d'avance. Et 110 points d'avance, il peut voir un peu venir, surtout qu'il reste 2 grosses opportunités pour sprinter. Pogacar, je pense, ne peut pas vraiment revenir sur lui. Il faudrait qu'il enchaîne les victoires, Pogacar. Et puis il y aurait toujours les Inter-Giro. Là, il a pris quelques points sur l'Inter-Giro. Non, il montre qu'il est très fort. Pour le moment, Jonathan Milan, et il montre aussi que son équipe est la plus forte, c'est-à-dire que, encore une fois, la Lidl Trek a maîtrisé les 3 derniers kilomètres. Alpecin, il n'y avait plus personne. Bon, du côté de Quick-Step, il n'y avait que Julien Lafilippe. Lui, il avait encore Consoni, il avait encore Stuyven, il avait encore du monde, quoi. Ça, c'est ce qui fait la différence aussi pour Milan. L'année dernière, il avait que Pasqualone. Quasiment. Je crois me rappeler sur le Giro de l'année dernière. Là, cette année, il a une équipe complète autour de lui. Et puis comme Juan Pedro Lopez n'est pas dans le top 10 du général, on laisse pas un mec avec Juan Pedro Lopez. Donc vraiment, toute l'équipe est à son service. Et ça, c'est ce qui fait la différence pour Jonathan Milan par rapport aux années précédentes. Et c'est ce qui lui permet d'enchaîner avec une 3e victoire de rang. Et je pense que Lidl Trek se dit... On a bien fait d'aller le chercher l'année dernière, de casser un petit peu notre tirelire pour aller le chercher, parce que pour le moment, c'est quand même très très rentable. En plus de Mats Pedersen, on a maintenant une 2e carte qui est très très costaud, mais au bout d'un moment, ça va commencer à être un souci. Ça va faire des nœuds dans le cerveau du côté de cette formation, parce que Milan, il a envie d'aller sur les classiques flandriennes. Moi je pense que un Tour des Flandres, c'est trop compliqué pour lui. Par contre, un Paris-Roubaix, c'est un peu comme Ghana, c'est des physiques qui sont vraiment très intéressants pour cette épreuve, s'il passe bien les pavés.
Et au bout d'un moment, avec Pedersen, il va y avoir une lutte interne entre les deux. Il ne faut pas que Pedersen se rate sur le Tour de France. Il faudra qu'il ait au moins une victoire parce que sinon Milan il prendra l'avantage sur le Danois, au moins sur les courses par étapes. Deuxième coureur top, c'est Bauhaus. C'est quand même con qu'il n'y ait pas 2-3 coureurs avec lui, quoi. Non, parce qu'il se retrouve quand même très vite seul, Bauhaus. En plus, hier, ils ont quand même roulé fortement la Bahreïn, donc ça a un peu fatigué certains coureurs. Mais c'est dommage voilà, pour Bauhaus qu'il n'ait pas un peu plus d'équipe avec lui. Ça a toujours été son problème, Bauhaus, c'est pas forcément dans les bonnes formations. C'est surtout que c'est un coureur qui a été très longtemps sous-estimé, mais énormément, Bauhaus. C'est-à-dire que personne croyait en lui. Je pense que 2020 aurait pu être son année. On lui avait mis Mark Cavendish comme poisson pilote, ça s'était très bien passé en Arabie Saoudite. Et puis, il y a eu la Covid. Et tout ce travail-là qui avait été fait en pré-saison est tombé à l'eau. Et ensuite, Mark Cavendish a eu des soucis. On se souvient tous de... c'était à Gand, où il pleure, il est complètement abattu. Enfin, il est dans un état très terrible. Et il va se relever chez Quick-Step avec Patrick Lefebvre. Et je pense que Bauhaus, avec un Cavendish, si la saison s'était déroulée normalement, s'il l'avait mis sur le Tour d'Italie ou sur le Tour de France, je pense que ça aurait pu le faire. Ça aurait pu faire des gros résultats. Et Bauhaus, il lui manque, pour qu'on croie plus en lui, il lui manque des grosses victoires. C'est ce qui manque à Bauhaus. C'est un pilote c'est un coureur qui est régulier, mais il lui manque des grosses victoires. Là aujourd'hui, il fait encore un bon sprint parce qu'il est encore une fois très très seul. C'est-à-dire qu'on voit qu'on mise quand même beaucoup sur Tiberi et il se retrouve hyper seul, quoi. Bauhaus dans le final. Alors il y a un peu Zambanini à un moment qui roule du côté de l'équipe Bahreïn. Et puis vous avez surtout Sutterling qui fait un peu de boulot, mais dans les 500 derniers mètres, il se démerde seul, Bauhaus. Voilà, il a bien suivi aussi le mouvement de Gaviria. J'ai même un doute si c'était lui ou Molano. J'ai dit Molano, c'était peut-être lui tout à l'heure. J'aurais dû regarder une dernière fois le sprint du côté de Bauhaus, qui est vraiment dans la roue de Gaviria, mais ensuite, il lui en manque un petit peu, quoi. Je crois qu'il était plutôt dans la roue de Milan, Bauhaus. Je crois que c'était vraiment Molano qui était dans la roue de Gaviria. Je crois que c'était plutôt Bauhaus, il était plutôt côté droite de la route et pas côté centre. Donc voilà, du côté du coureur allemand, s'il y avait une équipe un peu plus solide autour de lui, ça pourrait le faire. Peut-être que ça sera le cas du côté de Rome, peut-être que Tiberi se mettra à son service et pourquoi pas aller chercher un beau résultat lors de cette dernière journée du côté de la capitale italienne. Et puis je termine avec un troisième coureur qui a été intéressant aujourd'hui sur cette étape, c'est Van Dijk. Oui, parce que lui, il pouvait pas avoir beaucoup de monde autour de lui. Van Dijk, forcément, avec une équipe qui a été décimée du côté de cette formation Visma Lease Bike, avec Jan Uijtdebroek qui était quand même le favori, le leader de cette formation. On misait quand même énormément sur lui. Il y avait également Laporte Olaf Koy. Donc voilà, c'est tombé complètement à l'eau toute cette affaire-là. Et Tim Van Dijk, une belle 4e place. Il enchaîne les bons résultats, Van Dijk, depuis Paris-Roubaix, où il avait été très en vue sur Paris-Roubaix, sur le Tour des Flandres. Tour de Romandie, il fait 6e du prologue, 4e de l'étape de Vernier derrière Dorian Godon. 4e encore une fois sur ce Tour d'Italie, 8e également d'une étape à Alcuin du côté de l'UAE Tour. C'est important pour Van Dijk parce que pur produit de l'équipe Visma Jumbo, mais en fin de contrat. Et c'est vrai que c'est un coureur qui avait fait un bon début de carrière chez les professionnels, notamment quand il était dans l'équipe de développement. On se disait on est sur un très très bon coureur qui va peut-être remporter des grands sprints sur les classiques avec son frère, Tim et Mick Van Dijk. On se disait les deux vont être très forts. Et puis
ça s'est pas forcément goupillé parfaitement pour les deux coureurs néerlandais. Mick était peut-être même plus fort que Tim, les deux sont jumeaux, mais les deux étaient considérés comme des futurs cracks. Et puis après un début un peu costaud derrière, ça n'a pas forcément fonctionné pour les deux jumeaux comme ils le souhaitaient. Et c'est vrai que cette année, Tim Van Dyke fait une très bonne saison. Mick, pas mal également sur Paris-Roubaix. 9e également du Tour de la région de Murcie, mais ça a été un petit peu plus discret. Ces deux coureurs qui sont en fin de contrat, ils avaient le même contrat, ils sont passés pro, je crois, au même moment quasiment. Alors, Tim était dans l'équipe Jumbo-Visma avant Mick, mais ces deux coureurs qui avaient été impressionnants, notamment sur la Crow Race, où on les avait énormément vus en 2021. Tim avait remporté une étape, Mick avait fini 3e de cette épreuve. Et puis derrière, ils ont eu un petit peu plus de mal dans les grosses épreuves, les épreuves World Tour. Donc là, ça fait du bien de les revoir un petit peu aux avant-postes, les deux frangins et surtout Tim Van Dyke sur ce Giro. Puis on verra maintenant ce que ça va donner dans le futur. Est-ce qu'ils resteront chez Visma? Est-ce qu'ils iront chez DSM ou dans une autre structure? Ça pourrait être intéressant de voir comment ça peut se passer dans les années à venir. Et on passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, je commence avec Tim Merlier. C'est un peu pareil que pour Caden Groves pour les deux. Mal emmené, Tim Merlier. Ça se délite au fur et à mesure selon son Giro. Alors c'était bien parti avec une victoire. Et puis depuis, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que là, ce sprint, il est raté pour Tim Merlier. Entre celui d'il y a 2 jours où il est déclassé et celui-là, ça fait peu de points marqués. Là, il n'est pas du tout dans le coup. Alors, est-ce qu'il a eu peur de frotter suite au déclassement? C'est peut-être le cas. Je pense surtout qu'il n'était pas bien emmené. On voit qu'il n'y a que Julien Lafilippe. Je ne sais même pas s'il n'y a pas Van der Berge. Il n'est pas dans la roue en plus totalement de son train à 3 bornes et demie, 4 bornes de l'arrivée. Dans le train également de la Ineos, il est assez loin. Et il ne va jamais réussir à se replacer parce qu'il fait tous ses efforts jamais dans le bon timing. Il n'a jamais été dans le bon timing aujourd'hui, Tim Merlier. C'est-à-dire qu'il fait ses efforts. Il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, contrairement à un Caden Groves, un Ewan. Dans les 2 derniers kilomètres, il ne les fait jamais au bon moment. C'est-à-dire qu'il tente de remonter, bam, c'est pas pendant une vague, donc il se fait redéborder ensuite. Ça a été ça pendant quasiment tout le dernier kilomètre et demi. Et là, c'est compliqué, il n'a jamais eu le bon timing. Et à un moment, il tente de remonter à 600-700 mètres de l'arrivée. Juste après, Gaviria avance et ça crée une vague et il se retrouve 15e. Il n'a jamais réussi à trouver la solution aujourd'hui, Tim Merlier. Donc c'est dommage. Voilà pour le coureur de la Quick Step parce que ça fait beaucoup de points de perdus. Et ça fait un Giro qui commence un petit peu à se transformer en course un petit peu en eau de boudin. Et c'est dommage parce que c'était tellement bien parti ce Giro. Et puis il y a eu la chute aussi du côté de Tim Merlier. Peut-être que ça commençait aussi un petit peu à handicaper le coureur. C'était la semaine dernière la chute. Mais là, il n'avait pas du tout le bon timing. Et je le dis toujours, un sprint, c'est un rythme. Si tu n'es pas dans le rythme, c'est très compliqué de rectifier le tir. Il n'a jamais réussi à rectifier le tir. C'est dommage pour Tim Merlier. Il y a des courses comme ça où quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, aujourd'hui, je crois que pour le cours de la Quick Step, ça ne voulait pas. Deuxième flop, Caden Groves. J'en ai déjà parlé dans le short du côté de Caden Groves. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce que je pensais qu'il était bien lancé avec sa deuxième place. Il avait enchaîné les bons résultats du côté de l'étape du Cap Mélé aussi, où il avait fini 2e. Donc c'est un coureur qui était plutôt reparti sur un bon tempo. Là aujourd'hui, il est très mal emmené parce qu'il n'y a pas du tout de train chez Alpecin de Koninck. Ils sont en place à 10 bornes de l'arrivée, à 5 km de l'arrivée, ils sont complètement dépassés, les Alpecin de Koninck. Et ensuite, il est hyper loin, il est derrière Merlier. C'est-à-dire que Merlier est déjà loin à l'entrée du dernier kilomètre, lui il est encore derrière Merlier. C'est-à-dire qu'il est au moins 22, 23e. Dans un sprint comme ça, il aurait fallu que ça soit complètement vent de face pour
pouvoir remonter 22, 23 places, 24 places. C'était quasiment impossible. Donc voilà, dommage pour Caden Grove. Lui, ça fait des très gros points qui s'en vont. Surtout qu'en plus de l'autre côté, Milan s'impose. Mais il aurait fallu que ça soit bien emmené. Je trouve que le train quand même de Caden Grove sur ce Giro n'a pas été exceptionnel. Sur l'UAE Tour, il avait un train vraiment de qualité. C'était lui qui avait un peu eu du mal. Et là, le train n'est pas exceptionnel. Les jambes ne sont pas mauvaises pour Caden Grove. Bon, là aujourd'hui, il n'a pas vraiment sprinté, mais tu sens que les jambes sont pas mauvaises, parce que vu les bosses qu'il a réussi à passer, le souci c'est que là, le train est pas suffisamment bon. Et face à un middle trek qui ne fait pas d'erreur, bah, il faut un train de qualité, quoi. Et on s'aperçoit que pour le moment, que ça soit Caden Grove, que ça soit Tim Merlier, les deux trains de leur formation respective n'arrivent pas à rivaliser du tout avec la Lidl Trek. Ce qui permet à Milan d'avoir 3 victoires d'étape aussi, c'est tout simplement le train. Le train est au-dessus pour le moment. C'est dommage pour Caden Grove parce qu'il tourne autour sur ce Giro et qu'il lui manque encore la victoire. Merlier, il a déjà gagné. Lui, il n'a pas encore la victoire. Bon, ça arrivera peut-être la semaine prochaine. Peut-être si à un moment Milan a un coup de fatigue. Mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Et puis, dernier bonnet d'âne, aussi, ça commence à être récurrent, c'est Caleb Ewan. C'est un nom qu'on entend beaucoup sur ce Giro, mais pas pour les résultats du côté de Caleb Ewan. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que là, on voit des coureurs, je pense Walscheid, je pense Hepburn. Enfin voilà, on voit des coureurs qui font un train, enfin qui sont là dans le final, qui arrivent à être à l'avant du peloton. Je pense que le train, collectivement, déjà, ça ne va pas. C'est un problème de collectif, c'est un problème d'organisation. Mais ça, après, c'est aussi au sprinter numéro 1 d'organiser un petit peu son sprint. C'est pas non plus au manager de tout faire. Et puis là, aujourd'hui, il fait même pas le sprint. C'est-à-dire, quand vous regardez Merlier, Caden Grove se battre un petit peu pour tenter de gagner des positions dans le final, lui, il fait 25. Il en a quasiment plus rien à foutre, quoi. J'ai vraiment cette impression là parce qu'aujourd'hui du côté de la Jayco, je sais même pas s'il fait 25, s'il fait pas plus loin. Si, il fait 25. Mais Mesgeek fait un bon travail, Walscheid aussi, même Luc Plapp aussi roule fort, mais complètement transparent dans le final, Caleb Ewan. Complètement transparent. Donc c'est surtout que, encore une fois, je reviens sur ses propos, mon train n'est pas de qualité. Mais il a des éléments qui arrivent à le faire, qui arrivent à être à l'avant de la course. Mesgeek, il est à l'avant de la course. Plapp, il est à l'avant de la course. Walscheid, on l'a vu aussi à l'avant de la course. Le problème, c'est que déjà à ce moment-là, Caleb Ewan n'est pas dans leur roue. Et puis que c'est pas bien organisé. Mais c'est au sprinter pour moi d'organiser son train. Et là, c'est pas du tout bien organisé. C'est un peu le problème. Et puis comme il n'arrive plus à se faufiler, encore une fois, j'ai revu, je vous avais dit hier soir, j'ai revu l'étape de Cattolica, j'ai revu le résumé et sa capacité à se faufiler. Il n'arrive plus à se faufiler comme ça maintenant. Donc si le train ne l'amène pas comme ce que fait le train de la Lidl, ce que font le train de certaines formations, si ils n'arrivent pas à faire ce travail-là, forcément il n'aura pas de résultat derrière, Caleb Ewan. Mais bon, ça commence à faire long sans victoire pour le coureur australien, parce que la dernière victoire, ça remonte, la 61e victoire, ça remonte au Tour de Man. Ça, c'était au mois de février. Et la dernière victoire sur un grand tour, ça remonte à 2021. Donc ça fait 3 ans de disette sur les grands tours. Or, dans ces 3 ans, il y a eu des participations, notamment le Tour de France, le Giro cette année, le Tour de France les 2 dernières années, le Tour d'Italie également en 2022, le Tour de France en 2021. Je ne sais plus s'il avait... Non, il n'avait pas gagné d'étape non plus sur le Tour de France en 2021. Et c'est vrai que cette chute, lors du premier sprint, oui, c'était le premier sprint, du côté de Pontivy, on a l'impression que ça a presque cassé quelque chose, parce que sur le Tour d'Italie 2022, sa deuxième place, elle est du côté de l'étape en Hongrie, donc arrivée en bosse.
Je crois me rappeler. Ah non, non, parce que là il était tombé. C'était sur une autre étape où il avait réussi à prendre la deuxième place, mais on a l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de chutes à répétition, qu'il a du mal à s'en remettre. Et c'est fou, c'est que j'ai la même impression qu'avec Sagan. Pourtant, c'est des mecs lui il a 29 ans, mais Sagan, bon, il a pris sa retraite sur la route assez jeune, même s'il a fait le Tour de Hongrie. Mais j'ai l'impression d'avoir des coureurs qui sont rincés. C'est des coureurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à proposer au cyclisme. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se renouveler, ils n'arrivent pas à retrouver un second souffle. Ils sont enfermés dans une spirale négative, ils n'arrivent pas à se relancer. Et du côté Caleb Ewan, j'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire que je me disais, Shaiko Alula, le changement d'air, ça va peut-être lui faire du bien. Et je suis assez inquiet parce que je me dis, bah, on a l'impression d'avoir le même Caleb Ewan que les années précédentes, qui se plaignait de son train, mais qui n'arrivait pas à suivre la route de son train, qui n'a pas l'air d'être hyper impliqué dans la course, parce que là, encore une fois, contrairement à Caden Groves, contrairement à Merlier, il essaye même pas de sprinter, c'est-à-dire qu'il voit qu'il est trop loin à 500 mètres, il se dit bon bah fuck, voilà, je m'en tape le coquillard. Donc il abandonne, il baisse les bras. Je suis quand même assez inquiet pour encore de ce type-là parce que bah, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat en 2025, il a un contrat de 2 ans. Je me dis, vu les résultats qu'il a depuis quelques années, qui va lui proposer un contrat? Parce que là déjà, Jaïko a quand même été sympathique. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui était sur le marché, peut-être avec Decathlon. Mais Decathlon a préféré Sam Bennett, mais je pense que Caleb Ewan a peut-être été envisagé également du côté de Decathlon à G2R. Je me disais, bon, il retourne au Bercail, voilà, il va peut-être y avoir des bons résultats, sauf que bah, tu t'aperçois au final que c'est quand même très compliqué. Et là, il fait même pas le sprint. Tu as l'impression qu'il a déjà la tête concentrée sur autre chose. Voilà, donc dommage du côté de Caleb Ewan parce que l'année est quand même vraiment pas fantastique. Elle est encore moins bonne, je dirais, que l'année 2023. C'était déjà pas très réussi, donc c'est un petit peu problématique pour le coureur australien, mais qui est beaucoup moins dominateur qu'il y a quelques années. Et pourtant, on aurait pu se dire, bah, il est dans ses meilleures années depuis 2020, sauf que ça marche moins bien depuis 2020. Il est un peu plus en difficulté. C'est un coureur qui a fait une grande première saison chez Lotto. Puis ensuite, ça s'est dégradé au fur et à mesure, même s'il a continué à obtenir des résultats. Hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que depuis 2022, surtout, les résultats sont vraiment plus bons. Et qu'en 2019, il était presque imbattable, Caleb Ewan. C'était l'un des meilleurs sprinteurs du monde en 2019. Et c'est vrai que ça s'est un peu dégradé au fur et à mesure. Et là, maintenant, ça devient très compliqué. J'ai la même impression qu'avec Sagan. C'est un coureur qui n'y arrive plus et qui n'a plus envie surtout. Qui n'a plus envie. Donc voilà, je suis assez inquiet du côté de Caleb Ewan. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. On débriefe tout de suite les différents classements. On commence par le classement de cette étape remporté par Jonathan Milan devant Agnoloski et Phil Bauhaus. On retrouve Hofstetter 5e qui est le premier français de cette étape. On peut voir qu'à peu près tout le monde a fini. Il y a une grande moitié du peloton qui a fini dans le temps du vainqueur. On peut voir que Giulio Pellizzari a encore perdu du temps. On veut dire que c'est depuis longtemps qu'il joue plus le classement en général. Steinhauser aussi, c'est Pédin, on en parlait hier. Un petit peu loin. Danny Van Poppel n'a pas fait le sprint. Aujourd'hui, il finit à 1,44. Mais comme il avait fait un énorme travail hier, Van Poppel, dans la montée finale, ça a peut-être joué aussi. On voit que Filippo Ganna s'est un peu relevé comme Tobias Foss. Ça, c'est certainement pour le contre-la-montre de demain. On voit également un Benjamin Thomas qui s'est relevé, et puis Ewan Kosciu, qui a perdu du temps suite à sa chute à 20 km de l'arrivée. Du côté du général, là aussi, pas de changement dans le top 20. Vous voyez, donc Pogacar en tête devant Martinez, Geraint Thomas, Ben O'Connor, Tiberi. Il faut attendre le changement de place entre Quintana et Sharman, donc du côté de la 26e place, donc autant vous dire que c'est assez loin. Du côté du maillot cyclamen, là on a des changements, c'est l'écart de points entre Jonathan Milan et Caden Groves qui dépasse désormais les 100 points, on a 110 points d'écart, donc autant vous dire que ça commence à être compliqué pour Caden Groves, surtout qu'il reste grosso modo 2 opportunités pour sprinter en termes de victoire, c'est bien entendu la dernière journée à Rome et l'étape numéro, je crois, 18 du côté de Padova, où on aura également une arrivée au sprint. Donc il ne reste plus que 2 opportunités. Le reste, on aura plutôt des étapes de grimpeurs. Malgré tout, il faudra prendre en compte les Inter-Giro, mais la plupart des étapes, on aura des étapes de grimpeurs. Classement de la montagne.
Pogacar toujours en tête avec quand même pas mal de points d'avance hein, sur Simon Geschke. On est à 45 points d'avance. On retrouve ensuite Paré Peintre, Daniel Felipe Martinez, Calmejane Bardet. Donc on verra là des changements à partir de dimanche. Et puis du côté du meilleur jeune, c'est toujours Tiberi qui est en tête devant Zana, Rensman, Baudin et Piganzoli dans le top 5. Et du côté du classement par équipe, vous avez Decathlon en tête devant Ineos à 2 minutes 13 seulement. L'écart s'est réduit entre ces deux formations. Vous retrouvez ensuite la Bora Hansgrohe, Astana et UAE voilà, du côté du classement. Donc demain, Ineos devrait repasser en première position du côté du classement par équipe. Mais le match devrait se poursuivre entre Decathlon et Ineos parce qu'on aura ensuite des étapes de montagne. Et là, ça ne sera peut-être pas la même chose. Donc ça peut être vraiment un objectif de Decathlon d'aller chercher le classement par équipe. Demain, contre la montre, présentation de l'étape 7h. Il y a les 4 jours de Dunkerque également avec l'étape des pavés, les débriefs. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Merck Production. Ciao, ciao!